qu'il a présenté il y a 2 ans environ à Alger. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages en langue française, parmi les plus importants Au-delà du voile, qui ont été également adaptés au théâtre, Le Conseil de discipline, Les fils de l'amertume et Prophètes sans Dieu, pour ne citer que cela, et ne pas faire trop long. Il est invité aujourd'hui avec à ses côtés son comparse, ami et de toujours, M. Sid Ahmed Dagouni, qui a joué avec lui, et qui va l'assister pour illustrer le propos qu'il va présenter autour de la question de la traduction. Une question qu'on a déjà évoquée pendant la 3e conférence, si vous avez bonne mémoire. Donc, traduire la réalité d'une langue à l'autre, tel est le thème de cette conférence. Sans trop tarder, on lui donne la parole. À vous, Monsieur Blaise. Merci, Ammar. Azoul, sabah khir alaikum. Donc, on va essayer de discuter de cette problématique d'écrire dans les 2 langues et comment traduire la même réalité en réalité. Mais quand on dit d'une langue à l'autre, il y a un mot qui est important là, c'est l'autre. Et pour commencer, je vais essayer de définir, à mon sens, qui est l'autre. L'autre, c'est celui qui a une couleur de peau différente de la mienne, celui qui a une religion différente de la mienne, de secte différente, de nationalité différente, de culture différente. Qu'est-ce que l'autre? L'autre, avant d'être une différence, c'est avant tout et en grande partie une ressemblance. Car on ne peut pas comparer en positif ou en négatif que des choses qui se ressemblent. Pour accepter ou rejeter un individu, il faut qu'il soit totalement comme nous, à une différence près. Le paradoxe est que cette différence devient le tout, et le tout qui nous ressemble devient une quantité négligeable. Et certains oseront affirmer que cette infime différence détermine le tout. Si on s'arrête à cette définition de l'autre, on ouvrirait la porte à toutes sortes de discriminations qui répondent à la simple question « Il est différent, donc il est mauvais. Il est différent de moi, qui suis le bien, donc il est le mal. » Autre, avant d'être un pronom indéfini, un adjectif, il est philosophiquement défini comme catégorie de l'être et de la pensée qualifiant l'hétérogène, le divers, le multiple. Et là, je citerai une manière chez les Arabes d'introduire l'enseignement de la philosophie. Ils instruisent le débutant sur la notion de philosophie par l'anecdote suivante. 2 frères jumeaux qui, pour se différencier, portent chacun un tire-bouche différent. Et un matin, l'un des 2 se réveille et met le tire-bouche de son frère. En se regardant dans le miroir, il se dit « Si maintenant je suis mon frère, alors qui suis-je » Cette question est le début de la philosophie. On voit bien qu'on ne peut s'interroger sur l'autre sans s'interroger sur soi-même. Ce qui nous mène tout droit à la 3e définition de l'autre, la définition psychanalytique. Selon Lacan, l'autre est le lieu où se situe au-delà du partenaire imaginaire ce qui est intérieur et extérieur au sujet et le détermine néanmoins. On passe à travers les différentes définitions de l'autre, de l'adjectif qui mène au rejet, en passant par la définition philosophique qui mène à l'interrogation sur soi-même et la définition psychanalytique qui définit l'autre comme quelque chose qui me détermine, donc l'autre est en moi. La meilleure façon de considérer l'autre, c'est d'être l'autre et vivre avec lui, avec l'idée que l'autre, c'est tout simplement moi. L'autre est en nous. Et si l'autre est en nous et que nous sommes les autres, alors on est enclin de se poser la question que se pose le 2e frère. Qui sommes-nous? Ce nous, qui peut être collectif ou individuel, est déterminé par notre propre histoire. Nous évoluons et nous régressons selon les cas en fonction de notre histoire.
Comme chaque individu, société, communauté a une histoire différente et dans beaucoup de cas opposée à celle de l'autre, sinon antagoniste. Comment ces sociétés vont-elles construire la paix? En tout état de cause, ce n'est ni en additionnant toutes les histoires, ni en exhibant les douleurs engendrées ou les gloires obtenues. L'histoire, malheureusement, est une suite d'événements justes ou injustes sur lesquels nous ne pouvons plus agir. Mais au contraire, nous devons les considérer telles qu'elles sont, quelle que soit la douleur, quelles qu'elles soient les injustices. Nous n'avons sur l'histoire qu'un seul pouvoir, qu'elle soit celui de la lire et de la relire pour comprendre ce qui est réellement passé, et cette compréhension constitue la mémoire. La mémoire est en quelque sorte constituée de notre compréhension de notre histoire et de l'analyse qu'on fera des événements à travers le prisme de nos valeurs. Les mémoires, contrairement à l'histoire qui nous enferme, en fusionnant entre elles, elles construisent des nouvelles mémoires qui intègrent celles des autres. C'est pour cela qu'il est important que la mémoire soit l'émanation de la vraie histoire. Si on déforme l'histoire, la mémoire sera mal nourrie et inopérante pour l'évolution des sociétés. Et si nos histoires respectives nous séparent, nous éloignent, les mémoires, elles, peuvent nous rapprocher et nous unir. J'ai été élevé et j'ai grandi dans 4 langues: l'arabe dialectal, le tamazight, le français et l'arabe classique. La question de l'autre était en principe résolue en moi, puisque mon moi était fait d'autres, puisque l'altérité ne peut être concevable que dans un cadre pluriel. Mais pour beaucoup d'Algériens, l'autre non conflictuel ne peut être qu'étranger. Et je commencerai par une citation de la sociologue Aymina Aït Sahliya, qui a écrit dans un article en 1989 « L'autre en discours ». Reconnaître la part d'autre dans un même, c'est aussi reconnaître en soi sa part d'autre. Plus que la crainte de reconnaître l'autre en tant que tel, c'est aussi peut-être la crainte d'être déstabilisé que redoutent les Algériens en reconnaissant l'autre en eux-mêmes. N'est-ce pas là la crainte de se retrouver étrangers à eux-mêmes? Et pourtant, moi-même et tous les Algériens sommes tous les résultats des siècles de brassage culturel. Nous sommes tous inévitablement porteurs de notre part d'autres. Les communautés et les sociétés comme l'Algérie revendiquent l'altérité vis-à-vis de l'extérieur et la refusent à l'intérieur. Cette double relation à l'altérité est contradictoire et dangereuse en cas de conflit. Étant tous les mêmes, en tant qu'éléments d'une même communauté, nous avons les mêmes différences et nous devons avoir les mêmes agissements vis-à-vis de l'autre extérieur. C'est ainsi que n'importe quel arabe peut venger n'importe quel autre arabe. La négation de l'altérité à l'intérieur, alors qu'elle existe, et la négation de la pluralité multiplie à l'infini les conflits avec la pluralité extérieure. Voici dans quel esprit j'ai reçu l'héritage de ma pluralité et le pétrin dans lequel a fermenté la pâte de mon métissage. J'ai compris que je devais défendre la pluralité qui me définit sur tous les fronts. Et je commencerai par mon expérience algérienne. Au théâtre, j'ai choisi de m'exprimer en arabe dialectal, qui est, avec le tamazight, la langue maternelle de la majorité des Algériens et représentative de son histoire. Elle a drainé toutes les influences qu'a connues le peuple algérien, berbère, romaine, turque, arabe, française. Elle est à ce titre une référence sûre. C'est dans cette langue que le public algérien s'entend, qu'il se comprend, qu'il veut débattre et évoluer. Cette langue étant une langue d'oralité, elle a une structure dans le centre et la mémoire.
et la mémorisation. Elle est organisée de manière à ce que tous les récits développés soient mémorisés à l'écoute. La culture orale développe à cette fin d'innombrables techniques. Elle possède entre autres deux grandes qualités qui me permettent de dépasser tous ces conflits linguistiques et me servir de point d'appui pour créer une langue pour le théâtre. Sa première qualité est d'avoir su dépasser les limites du discours social à travers un langage par sous-entendu que les poètes et les narrateurs qui ne pouvaient pas tout dire en public, ils ont développé. Sa deuxième qualité est d'avoir su déjouer la censure coloniale à travers des codes de communication développés par les orateurs. Face à cette double répression morale et politique, la langue n'était plus dans ses mots, elle n'était plus dans ce qu'on entendait, mais dans ce qu'elle sous-tendait. Par ailleurs, à l'école française, j'ai appris que le théâtre ne se réalisait pas totalement dans ce qui est dit, mais dans le non-dit. J'ai tenté alors d'élever les sous-entendus de la langue maternelle à la force des non-dits, pour construire une langue pour le théâtre algérien. À un moment de cette expérience, j'ai compris que cela ne suffisait pas, parce que les sous-entendus étaient une construction qui se développait sur les images. À partir d'une image, on suggère une autre. Ce procédé déguise la langue, mais n'apporte pas du sens. Il favorise la redondance, alors que le non-dit surfe justement sur le sens. On développe un sens audible qui ouvre la porte sur plusieurs sens non dits, et ces non-dits prennent tout leur sens dans l'imaginaire du public. Toutes ces techniques, une fois libérées de la problématique de la mémoire, deviennent des outils dont on se sert pour faciliter l'écoute au théâtre et nous offrent différents registres au service de l'écriture dramaturgique. L'arabe dialectal a subi l'influence de l'arabe classique, qui est intimement lié au Coran. Il fallait la laïciser, la libérer de son contenu systématiquement religieux et en faire une langue qui parle simplement de l'humain. On ne peut pas atteindre notre public en arabe algérien, mais cette langue a l'expérience et les limites culturelles de ceux qui la parlent. La seule issue pour nous, dramaturges, était de faire évoluer la langue elle-même. Mais compte tenu de l'évolution sociale rapide, la langue dialectale bousculée par la réalité industrielle et technologique se trouve acculée à un enrichissement anachronique et s'exténue. Il fallait lui éviter ça. Mais on ne fait pas penser une langue, c'est la langue qui nous fait penser. Conscient de cela, on comprendra aisément que toute pensée nouvelle s'affronte en premier lieu à l'outil linguistique. Une idée nouvelle qui s'affronte à un code traditionnel ne peut pas s'imposer qu'en créant un code à sa mesure, partant du premier et se référant à lui. Nous poussons la langue dans ses limites naturelles, tout en essayant de tracer les limites de nos idées acquises alors ailleurs et qui, elles, étaient sans limite. L'arabe dialectal devait évoluer afin de devenir une langue nationale. À notre niveau, tout en inventant un théâtre, nous avons forgé cette langue en brassant les régionalismes linguistiques. Nous avons participé à la création de notre langue nationale. Nous avons perdu beaucoup de temps et d'énergie à redonner à chaque langue sa juste valeur, sa juste place, dans un contexte politique hostile qui manquait de vision et de sérénité à l'égard de toute forme de pluralité. Il est important de signaler qu'au vu de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les différentes langues, le fait de choisir telle ou telle langue pour s'exprimer publiquement constitue une posture politique en soi. Car dans ces conditions de guerre des langues, le choix d'une langue par rapport à une autre a une signification politique profonde. C'est pour toutes ces raisons que la langue n'est pas pour moi un simple outil que je façonne
que je perfectionne. Elle est le fantôme qui hante mon histoire et par laquelle il faut rêver. Je ne porte pas ma langue maternelle, je suis porté par elle. Je porte la langue française et je suis emporté par elle. Telle est l'équation de mon bonheur de métis, au-delà des malheurs de mon histoire et des miens. Et c'est à travers cette histoire, qu'elle soit belle, sereine ou conflictuelle, que nous avons dit notre peuple, avec les colères qui sont les siennes, avec la pudeur qui est la nôtre et parfois avec les maladresses des poètes errants que nous sommes. Dans un monde où il est souvent ridicule d'expliquer et douloureux de se taire, l'histoire des nôtres a forgé notre esprit et notre imaginaire jusqu'à l'intimité de la métaphore. Le malheur a fait le poème, notre espoir, et que la paix en fasse un chant. Par ailleurs, étant le fils d'un pays qui ne cesse depuis des siècles à chercher sa paix, le début de ma paix est dans la paix des langues qui m'habitent et que j'apaise sans cesse pour les apprivoiser afin qu'elles puissent porter nos malheurs avec sérénité et oser la joie. L'apaisement de ces langues est un poème en soi, il est notre vrai talent, je dirais même notre unique talent, celui qui nous est prescrit par ordonnance testamentaire. Comment, dans ce chaos linguistique, arriver à créer un théâtre pour un public algérien dans sa langue maternelle? Au bout de toutes ces tentatives, je ne sais comment, j'ai décidé, afin d'arrêter de tourner en rond et de faire en sorte que la langue soit le personnage principal de toutes mes pièces. C'est-à-dire mettre en situation hors réalité des personnages pour qui il fallait inventer une langue, sinon ils ne sauraient pas dire ce qu'ils vivent et seraient incapables de dialoguer. Il fallait supprimer toutes les références culturelles de la langue et l'obliger à assumer une situation inédite. De cette façon, j'ai eu une plus grande aisance à travailler mes textes parce que j'ai libéré la langue de sa quotidienneté. Je l'ai inscrite dans un autre réel, là où elle ne s'est jamais risquée. Par cette démarche, c'est moi qui ai décidé à quelles références se rattache la langue. Les références de la langue ne s'imposaient plus à moi. En fin de compte, quand l'idée d'une pièce me vient, je sais que l'idée, je dois écrire dans ma langue maternelle ou celle que je dois écrire en français. C'est le projet d'écriture lui-même qui me guide pour prendre la décision d'écrire soit en arabe, soit en français. Ce qui détermine mon choix est très instinctif. Mais il y a d'autres paramètres certainement qui entrent en jeu pour justifier rationnellement ce choix. J'ai beaucoup cru que les deux démarches étaient totalement distinctes et séparées. J'essayais alors de me placer dans le cadre culturel de chaque langue pour trouver ma démarche théâtrale et dramaturgique. Pour moi, celle-ci était intraduisible d'une langue à l'autre et je devais les traduire. Il n'y avait qu'une seule issue, réécrire. Je considérais que si moi j'étais bilingue, mes écrits n'étaient pas bijectifs et vice-versa. Et pour ça, je vous donne un exemple que j'ai vécu. 12 ans après avoir écrit Les Fils de l'amertume, pièce sur l'intégrisme islamique de la décennie noire en Algérie, qui a été jouée en 1995 dans le hymne du Festival d'Avignon. J'étais convaincu qu'elle était intraduisible dans ma langue maternelle, pour plusieurs raisons, dont deux principales. Je pensais d'abord que si je la traduisais, il fallait que je tienne compte des formules religieuses minimum du code linguistique inhérent au discours religieux et sur la religion, ce qui ferait dire à la pièce le contraire de ce que je voulais dire. Deuxièmement, je pensais que pour décrire la société dans laquelle est né cet intégrisme, il fallait plonger dans ses profondeurs et fatalement bousculer ses codes moraux, éclater les limites du discours social jusqu'à la trahison, jusqu'à la dénonciation. Pour toutes ces raisons, je pensais que cette pièce resterait à jamais intraduisible, du moins injouable devant un public algérien
en arabe algérien. Pendant 12 ans, j'ai été tourmenté par le fait qu'elle soit intraduisible parce que je ne voulais pas m'inscrire dans un théâtre d'exil si elle était inaudible pour le public algérien. J'avais trop honte d'avoir mal traduit mes malheurs au public français. Il me fallait une preuve qui légitime au moins mon rôle de passeur. Jusqu'au jour où, revenant de Bruxelles, seul en voiture, alors je ne pensais pas particulièrement à cette traduction et je ne sais par quelle démarche hasardeuse l'équivalent d'une réplique de la pièce en arabe algérien me traverse l'esprit. Je sors au prochain arrêt d'autoroute et je traduis de mémoire toute une scène. C'était tellement juste. Je suis resté 3 heures dans cet arrêt, incapable de reprendre la route, comme si j'étais arrivé quelque part en moi. Je venais de retrouver ma langue maternelle, cachée derrière la langue française, et tellement timide parce qu'elle m'a fait croire pendant 12 ans qu'elle n'était pas là. Et je vais vous donner un exemple. Sid Ahmed va lire la version française qui était l'écriture originale et je vous lirai la traduction par la suite en arabe. J'avais 2 ans et je tétais tranquillement au sein de ma mère, loin des sucettes en plastique et des biberons mal stérilisés. D'après le conte des Arabes, je suis né en retard de 3 semaines. D'après le conte des Français, je suis prématuré d'1 mois. Mais comme disait la voisine juive, si on compte l'un dans l'autre, il est né à terme. Allaiter un bébé 2 ans, c'est de la folie. 3 mois suffisent, disait le docteur. Ma mère était heureuse d'être tétée, j'étais heureux de la téter, et les jours passés, repassés, lait pour moi, béatitude pour elle, souci pour mon père. Ma mère était hors d'elle que lorsqu'elle était hors de son lait. Il fallait voir comment elle organisait les séances d'allaitement. Il fallait que tout soit tranquille pour que le lait vienne à mon rythme. Il ne fallait pas qu'elle soit contrariée pour que le lait ne tourne pas. Il fallait que j'entende la présence de son cœur pour que je sois sécurisé. Elle accommodait à petite dose son organisme au changement de saison pour que je ne perde pas en son lait mon lieu de reconnaissance. Elle prenait toutes les précautions pour que nous ne soyons pas dérangés. Les bruits doux, les odeurs douces, la lumière douce. Elle cherchait longtemps la position la plus confortable pour nous deux. Et quand elle éclatait enfin le fermoir de son soutien-gorge, elle avait plus d'appétit que moi. On se laissait aller. Béatitude pour elle, lait pour moi et souci pour mon père. Merci. Voilà, ce texte qui parlait d'allaitement, je ne pensais jamais pouvoir le porter au public, comment parler du sein de sa mère en arabe. Et c'est ce texte-là que j'ai traduit sur cette autoroute et que je vais vous donner la traduction en arabe qui est pour moi la version en réalité originale. كي كان في عمري 2 شهر ما عرفت من الحليب إلا زدر يما الحنين بعدت علي البيبرونات والتيتينات والبلاستيك المغلي على حسب العرب كنت مبكر وعلى حسب القور نزدت موخر لكن جارتنا يهودية قالت اليمة كي تحطي حساب في حساب تلقيه نزاد في العداد. أنا يما كانت حنينة ورضاعة وأنا كنت ملايكة ونشتي نرضع. الأيام فايتة والحليب خاتر في فمي ويما زدرها يخفاف ويتقال على حساب ضمار بابا خالي وعمي. يما ما تخرج من عقلها إلا إذا الحليب انقص من زدرها. كان وقت الرضاعة كي وقت الصلاة يحبلوا طهارة ورنات كانت تقطع النفس باه ما نشرقش قلبها في ودني يعطيني ميزان باه ما نبخمش كانت في الربيع الضوق الفال باللقمة
خايفة لحليبي تتبدل عليها الطعمة. كانت قارية كل حدر بها أنا وياها نكونوا في ستر، الحس سكات، الروايح طيبات، والضوء في تتبات، في الصيف تدير النسمة وفي الشتاء تشعل جمرات. وكي تحطني في حجرها وتلزني لصدرها، وكي تحل حصارتها بزولها يتفلق في وجهي، هي تقول بالسطار وانا نقول بسم الله. ونروى من حليب الرضوان ما زهر وما ورد وريحة البرادة بالقطران، انا نتمتع وهي تشبع، وبابا في الحانوت يسلع وربي شاهد. Voilà comment j'ai retrouvé la version originale d'un texte que j'ai cru intraduisible. Et ça nous joue des tours terribles. Parce que tout simplement, la limite sociale du discours social algérien m'empêchait d'imaginer que je pouvais parler du sein de ma mère quand il est nourricier. J'ai repris ainsi la route unifiée dans ma pensée et plus plurielle que jamais. Voilà un exemple où les deux cultures, les deux langues que je porte en moi fusionnent parfaitement dans mon esprit pour dire aux Français ce que vivaient les Algériens. Est-ce la gravité des événements qui font l'objet de la pièce et qui m'ont obligé à aller chercher en moi plus que la synthèse des langues et leur indépendance? Est-ce la force des émotions qui me traversait, qui a chauffé à blanc les deux langues, les deux cultures, pour n'en faire qu'une? Est-ce le désir de porter à un public français la vérité douloureuse d'un vécu algérien qui a fait que les deux cultures se sont mêlées et que les deux langues ont tressé un seul et unique texte pour deux langues? Je le saurai jamais. Maintenant, nous allons aller vers l'expérience française, l'expérience d'une écriture française. La génération d'écrivains qui nous ont précédés, celle de Katib Yassine, Mohamed Dib, Malek Haddad, Mouloud Faraoun. Cette génération était inscrite au cœur même du combat pour l'indépendance et la langue française était l'outil idéal pour porter le combat en métropole. La problématique de la langue ne se posait même pas pour eux. L'urgence de la lutte n'avait pas le temps de discuter des langues. Mais aujourd'hui, après l'indépendance, nos politiques ont rejeté la langue française avec ses valeurs qu'elle porte en elle, droits de l'homme, démocratie, etc., prétexte qu'elle était la langue du colonisateur. L'identité de la société algérienne allait se construire en dehors des valeurs universelles. Et c'est là où les choses se compliquent. Car l'amalgame a été fait entre valeurs, culture, identité et histoire. Il est difficile de faire admettre à nos gouvernements qu'on peut s'approprier les valeurs universelles et construire notre identité propre tout en réglant notre problème d'histoire avec la France. C'est cette incompréhension qui nous a placés, nous, comme opposants naturels aux différents pouvoirs et nous a contraints petit à petit à un exil intérieur qui a fini par devenir un exil vers l'extérieur. Nous, dramaturges, nous avons été formés en français pour certains et en arabe classique pour d'autres, dont l'expérience n'est pas celle de notre langue maternelle. Comme dit Benjamin Stora, la migration algérienne en France est marquée d'une double empreinte. Elle est à la fois héritière d'une tradition maghrébine et islamique, mais aussi d'un très long contact entretenu par les Algériens avec les colonisateurs qui leur a imposé sa langue comme moyen d'expression. Notre regard sur la réalité relève de nos connaissances, mais celles-ci furent acquises ailleurs. Nous regardons notre réalité à partir d'un espace extérieur à la langue avec laquelle nous devons communiquer. Un Français éduqué et formé dans sa langue maternelle, le français, quand il parle de la réalité française, il s'exprime parce qu'il y a dans son imaginaire une continuité linguistique et culturelle. Quant à moi, quand je regarde la société algérienne, pour en parler en arabe algérien à des Algériens, souvent je pense en français ou en arabe, pour dire en arabe algérien, ce qui fait que je ne m'exprime pas, je traduis.
parce qu'il y a une discontinuité linguistique et culturelle due à ma formation. Cette discontinuité fait que je négocie les mots, je ne les invente pas. Elle ne me pousse au compromis, et là, soit je compromets la réalité que je veux dire, soit je compromets la langue que j'utilise. Je n'ai pas les angoisses d'un créateur, j'ai les aftes d'un créateur réduit à se traduire. Ajoutons à ça que les trois cultures, les trois langues, ne sont pas superposées et indépendantes dans notre esprit. Mon métissage n'est pas la somme des langues que je connais, et il est une fusion des cultures en moi. Ma pluralité est une synthèse faite de trois cultures. De ce point de vue, mon regard est différent de celui de ma culture d'origine. Il est aussi différent de celui de mes cultures acquises. Si je maîtrise la langue, cela ne veut pas dire que je connais suffisamment la société française pour pouvoir y exister comme un homme de théâtre. Édouard Bond disait « Le théâtre n'est pas une chose que l'écrivain crée en misant sur sa seule ingéniosité personnelle, c'est une activité sociale. Le théâtre est une activité sociale. En quittant mon pays, je me retrouvais en tant qu'homme de théâtre doublement menacé, d'exil territorial et d'exil professionnel. D'autant plus que c'est dans l'espace de théâtre que je reconstituais l'idée que je pouvais avoir de mon pays. Pour pouvoir échapper à l'exil professionnel, il m'a fallu plonger dans la société française avec enthousiasme, un grand appétit pour la connaître et me laisser imprégner d'elle. Il me fallait aussi l'aimer pour me donner le désir de la raconter à elle-même, c'est-à-dire à un public français. Cette plongée ne pouvait se faire qu'avec un seul guide, notre histoire commune. Je me définis comme triculturel de culture berbère, française et arabe. Ma langue et ma pluralité, mon lieu culturel et mon métissage. Ma parole en est la synthèse. Ainsi, je suis le fils de l'histoire et non de mes parents. Ils ont été mes géniteurs biologiques et mon expérience et mon existence culturelle allait se faire ailleurs que dans l'espace d'origine. L'histoire allait devenir une sorte de lieu psychanalytique dans lequel je forge ma pluralité. Aujourd'hui, elle est la justification de la raison de mon outil, la langue. Elle est mon alibi identitaire, celle du métis qui sait plusieurs langues et que chaque langue ignore. Et c'est là où j'ai pris conscience que la liberté francophone n'est pas une essence, mais une conséquence. Parce qu'une fois qu'on a pris suffisamment le temps de tout détruire autour de vous, jusqu'au moindre balbutiement, quand ma mère a fini par parler le silence dialectal, la langue française devient un véritable espace de liberté et le lien réel et unique avec l'universel. Mais à partir d'où et pour dire quoi? Et là, les questions se succèdent, creusant un gouffre entre ce que je ressens vouloir dire et les outils que j'ai pour les dire. Naissent alors en moi des blocages et des inhibitions, dus au fait que je prends conscience au fur et à mesure que je possède une langue, une culture qui m'a déplacé de mon espace d'origine pour m'inscrire tout à fait dans son espace. Nous sommes des banlieusards de la littérature. Parce que du côté français, l'esprit de culture dominante persiste avec force. Cette domination culturelle qui persiste est aliénante. Elle prend en otage notre imaginaire. Nous sommes considérés comme des utilisateurs de la langue et non des créateurs dans la langue. Le seul apport créatif dans la forme attendue de notre part, c'est introduire des arabismes ou des africanismes dans la langue et tout le monde crie au génie. Et les critiques, si nous les jugements paternalistes et les prix qu'on nous octroie ne sont que des prix politico-littéraires qui récompensent non pas notre talent d'écrivain, mais plus notre talent à nous sentir francophones. La raison profonde de ce genre de situation est très bien analysée par Madame Bencheikh. Dans un article « La francophonie aujourd'hui », elle dit « En somme, déclinée à tous les modes, à tous les genres, comme l'a fait Clochette, la francophonie est soumise à paraître, disparaître et à l'humeur d'un agitateur masqué.
Son apparence et son intérêt varient selon les points de vue à de faire valoir, mais reconnaissons que c'est en France que la francophonie semble poser problème. La même question revient à peine voilée comme une litanie. Que faire de tout ça? De tous ces textes écrits en français, de ces écrivains qui viennent d'ailleurs et se font publier ici, raflent les prix littéraires, envahissent les librairies et les salons littéraires. Comment les nommer? Où les placer? Comment les classer? Reste ce problème fondamental. Par ailleurs, l'occultation de l'histoire est aussi chose aliénante. Et jusqu'où peut-on occulter l'histoire? Si la langue française porte la culture française, elle porte aussi notre histoire commune. Et ceci d'une manière indélébile, sinon je ne m'explique pas comment je suis devenu francophone. La seule manière de retrouver ma liberté totale, c'est de liquider ce contentieux. C'est de nous libérer des vicissitudes de l'histoire. Car c'est à partir de toute histoire commune, de cette histoire commune, que je raconte mes histoires. C'est grâce à cette histoire commune qu'à chaque étape, j'ai essayé de retrouver une place dans cette société, et cette place n'est autre qu'une interrogation nouvelle sur ma propre histoire. La seule manière d'y répondre a été de convoquer l'histoire au théâtre. La seule manière de répondre est de convoquer l'histoire au théâtre et de l'interroger publiquement, car il s'agit avant toute chose de savoir de quelle histoire relève notre malheur, et si le théâtre c'est danser sur le malheur, avant de danser, il faut nommer ce malheur. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de ne pas être compris par les Français. Cette incompréhension des Français constitue déjà la première barrière à l'universalité. On n'a pas le label rouge. Quand je parle de ma société dans l'espace de la langue française, il y a globalement deux attitudes. La première, je considère que les deux espaces sont isoformes et qu'ils ont les mêmes limites, les mêmes libertés, la même densité. À ce moment-là, toute critique de ma société est accablante et toute générosité à son écart est ridicule. Parce que mon regard est extérieur à ma société, ou plutôt son point de départ n'est pas dans le centre de ce qui fait l'objet de mon discours. Je ne suis pas dans l'œil de mon cyclone, mais j'aurais parlé de moi dans les codes de la langue française pour un lectorat français, pour plusieurs raisons. Les Algériens n'y ont pas accès du tout, d'autant plus qu'elle ne leur parle pas. La littérature africaine existe comme elle peut en France, mais en Afrique, on ne sait pas ce qui se crée pour séduire, puis c'est dit à Paris. Ainsi, nous, écrivains des livres, nous parlons d'une société qui ne nous lit pas, et il est vendu dans une société qui, à la limite, s'en fout. Quelle est notre utilité? Je me le demande. La deuxième est de tenter de rester soi, dans les limites de notre société, et prendre dans la langue française juste les mots pour dire, sans se référer à elle, et à ce moment-là, on est un auteur mineur pour la langue française. Comment être totalement moi dans une langue qui n'est pas totalement moi? Comment prendre l'envol nécessaire? La langue française est magicienne. Elle me séduit. Elle est ciselée depuis des siècles par des talents. Elle vous happe, vous imbibe. On a beau se défendre, on finit par céder à l'ivresse de sa beauté, tout en étant malheureux d'être sur la défensive. On s'égare longtemps pour dire un mot qui puisse ressembler à une parole, qui serait le début d'une écriture. Qu'est-ce qu'un auteur, si ce n'est pas faire vivre autrement la langue que j'utilise et la poursuivre jusqu'à lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit, autant dans la forme que dans le contenu. Dans ces conditions, je n'ai pas une vision du monde. Je suis bloqué à une vision des langues. La langue française me fait dire que ma mère n'est rien parce que la référence du tout est ailleurs. Est-ce que ma mère n'est rien? Pardonnez-moi, mais je ne le crois pas. Ma mère peut être rien de beaucoup, du tout. Je n'en disconviens pas, je ne le nie pas. Ce qui m'intéresse, ce qui me pousse à écrire, c'est la recherche
de son tout à elle. Seule étape psychanalytique que je connaisse dans laquelle toute écriture est vaine. Écrire, c'est se réfléchir, c'est se projeter dans l'imaginaire avec comme seule certitude notre naissance et avec comme espoir toujours une renaissance pour un monde meilleur. Comment renaître dans le doute de sa propre naissance. En tant que francophone, je me considère enfant adoptif qui à un moment doit trouver réponse à sa naissance. La francophonie sur le plan culturel est une grande ouverture. Sur le plan de notre relation historique, elle demeure dans notre imaginaire la blessure par laquelle nous sommes contraints de dire toutes nos autres blessures. La difficile coexistence des langues durera tant qu'on n'aura pas résolu notre problème avec l'histoire et qu'on trimballera nos diverses langues comme des tares et comme les pires de nos ennemis. Pour moi, c'est grand dommage et en tant qu'écrivain, c'est une vraie douleur. Mis sur le banc de deux sociétés, celle du départ et celle de l'arrivée, on devient un regard libre. Notre projection dans le temps se mesure en unité d'existence et non plus d'appartenance. Nous sommes obligés de nous dépecer de nos douleurs pour pouvoir encore lire le malheur qui nous entoure. Je troque ainsi mes douleurs d'homme contre des joies d'artiste. Nul n'est exempt du malheur et rares sont les artistes heureux. Merci à vous. Merci